Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis là pour la 4e fois consécutive sur les visioconférences pour présenter les structures composant le pôle de coopération des acteurs de l'insertion et de l'emploi du Sud-Manche, donc le PCAIE Sud-Manche. Donc, pour rappel, les structures qui composent ce pôle de coopération viennent du milieu donc, du médico-social, de l'insertion par activité économique et des services publics de l'emploi. Pour aujourd'hui, donc ça va être les structures de passerelle qui vont nous être présentées par sa directrice, Madame Dodar Serrano. L'objectif, c'est aussi d'échanger, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment, donc soit en utilisant le chat, soit en interpellant directement Madame Dodar lors de la présentation. Sinon, pour rappel, ces visioconférences sont enregistrées. Donc, comme vous avez pu le voir quand vous êtes entré dans le canal, donc elles seront aussi revisionnables et hébergées sur la chaîne YouTube du Centre Ressources Aramis, donc vous pourrez les revoir. Et également, avant de commencer, veillez aussi à fermer vos micros quand vous intervenez pas pour éviter toute interférence. Vu qu'on est en visio, c'est vrai que ça peut très vite être court-circuité. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, vu qu'on n'est pas trop nombreux, c'est de faire un petit tour d'écran et ensuite on pourra donc laisser la parole à Madame Dodar Serrano pour présenter la structure. Donc, vu que j'ai la parole, je commence. Donc, Alexandra Dumas, donc, je suis la chargée de mission Manche inclusive au département de la Manche. Et je travaille donc en partenariat avec Madame Courbaron-Perrine, qui est, elle, directrice insertion de l'emploi au département de la Manche, sur ce projet-là. Et elle s'excuse, elle ne pourra pas être présente cet après-midi. Donc, je vous laisse après au suivant, celui qui souhaite se présenter. Merci bien et bonne visioconférence. Bonjour, donc moi je suis Anne Détruy, chargée de mission à la direction territoriale Calvados-Manche de Pôle emploi. Et donc je participe, je représente notamment Sonia Prou qui est directrice d'Avranches et Christian Tricot pour Granville. Bonjour, donc Amélie Fossé, je suis donc CIP sur le chantier d'insertion PEPS du CCS de Granville. Voilà. Bonjour, Laurent Barrault, chargé de projet au Centre régional de ressources handicap et profession. Bonjour, Madame Fillâtre, je suis chargée d'insertion au DISFA à Avranches. Et François Batteur, donc responsable de service au DISFA d'Avranches. Je suis la dernière, Madame Dumas, peut-être, je ne vois pas bien. Normalement, non, il me semble qu'il y a aussi Céline qui apparaît, qui il me semble ne s'est pas encore présentée. Mais j'ai pas le nom de famille de la personne, donc Céline, est-ce que vous nous entendez? Bon, c'est les aléas du direct. Est-ce qu'une autre personne, hormis Madame Dodar Serrano, n'a pas encore présenté, ne s'est pas encore présentée? Bon, écoutez, Madame Dodar, ce que je vous propose, c'est de commencer la présentation. Et puis, pour les retardataires, vous pourrez toujours vous indiquer dans le petit chat. C'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Béing Dodar Serrano, et donc je suis directrice des deux associations, puisqu'il existe bien deux associations. Je vais vous expliquer un petit peu
leur mission et leur objectif. Donc, ils passeraient l'association intermédiaire et passeraient vers l'emploi. Donc, en ayant échangé avec Madame Dumas au préalable, l'intérêt était effectivement de vous présenter ces deux associations qui sont nées sur le support de l'IAE, une insertion par l'activité économique, mais qui, pour l'une, passerait vers l'emploi, s'est développée vers d'autres pôles, mais qui peuvent vous intéresser en tant qu'effectivement partenaire du territoire. Donc, la première association qui a été créée il y a 30 ans, en 1990, c'est Passerelle Association Intermédiaire. Donc, l'objectif de cette association est de mettre en relation des demandeurs d'emploi sur des mises à disposition près de particuliers, mais aussi de collectivités, d'associations, d'entreprises. Pour des missions qui sont diverses, qui vont de l'entretien du domicile à l'espace vert, aux interventions dans les écoles, à la manutention, déménagement, etc., etc. Donc, au-delà de cette mise à disposition et effectivement de cette mise à l'emploi, il y a un accompagnement qui est proposé aux demandeurs d'emploi via une CIP qui intervient près des salariés qui sont mis à disposition. Donc, nous sommes bien l'employeur. Et donc, nous nous occupons de toutes les formalités administratives liées à ce contrat de travail. Et donc, un accompagnement est proposé, qu'il soit ponctuel selon les besoins de la personne ou plus durable si l'accompagnement nécessite une intervention effectivement plus fréquente. Donc, sur cette association, nous sommes sur une démarche qualité depuis 2009. Et nous sommes certifiés ISO 9001 et label RSE depuis 2019 dans le cadre effectivement du dispositif CORAS. Donc pour cette association, nous avons un agrément par la DETS, par l'État, sur un territoire bien défini. Donc nous, on intervient sur la com d'Agglo Mont-Saint-Michel-Normandie. Sauf les secteurs de Saint-Hilaire, sur les communes du canton de Saint-Hilaire et de Mortain, où intervient notre collègue, l'association intermédiaire AIDE. Donc, par la DETS, nous sommes agréés cette année pour 17 ETP, mais les autres années, des années où effectivement la crise se fait un peu moins sentir, en général, on est agréé sur 20 ETP de salariés en parcours. Voilà, donc pour information par rapport à l'autre association dont on va parler après, et notamment sur le chantier dont PEPS nous a déjà parlé la semaine dernière, nous sommes dans l'accompagnement de personnes et de mise à disposition sur l'emploi de personnes relativement autonomes, qui vont être en capacité, même si elles sont accompagnées dans le cadre de la mise à disposition de l'accompagnement à la première mission, de mission test aussi, mais qui vont se retrouver un moment en totale autonomie sur leur lieu de travail. Donc, je vous ai mis le nom de la personne, ressources à contacter, notre chargé de développement, Manuela Doublé. Donc, en plus, effectivement, des salariés en parcours qui font complètement partie de nos équipes. Nous avons 3 personnes qui sont salariées permanentes de l'association intermédiaire, en dehors de l'équipe de direction. C'est parce que tu es passé par la GNI et que tu as fait sur la GNI, ça ne marchait plus. Ouais. Excusez-moi, Monsieur Bourdon, bonjour Monsieur Bourdon, votre micro est allumé et Madame Dodard est en train de présenter. Merci. Excusez-moi, Madame Dodard. Voilà. Donc 3 salariés permanents en dehors de l'équipe de direction, une chargée de mise à disposition de MAD, une chargée de développement et une CIP qui intervient près des demandeurs d'emploi. Donc voilà pour la première association. Je peux faire une petite pause si vous avez des questions déjà par rapport à celle-ci. Non, c'est bon? Donc, seconde association. Pourquoi je ne peux pas faire dérouler là?
Voilà. Donc, Seconde Association qui est née 10 ans plus tard, en 2000, dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions de 98, dans le sens où l'objet était de créer sur le territoire du Sud-Manche un chantier d'insertion et qu'il fallait que ça soit dissocié des associations intermédiaires à l'époque. Donc là, sous les yeux, vous avez effectivement un schéma organisationnel de nos différents pôles, voilà, avec les différents financeurs, les intervenants. Je vais revenir sur ces différents pôles qui existent. Mais le premier, c'est effectivement l'atelier chantier d'insertion du Petit Ceylan. Second pôle qui est né en 2004, le centre de formation qui est spécialisé dans la lutte contre l'illettrisme. Le pôle logement, qui est un pôle aussi conséquent de l'association PVE. Un pôle mobilité, on va revenir dessus, et puis peut-être un pôle qui vous concerne, enfin qui est très ciblé, donc que vous connaissez sans doute beaucoup moins et qui existe seulement depuis 2020, qui est l'accompagnement aux bénéficiaires de la protection internationale dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle STAR. Voilà. Donc, premier pôle, le chantier d'insertion, donc financé par l'ADETS, l'État, le conseil départemental de la Manche, le FSE et puis les collectivités. Donc, le public accueilli, donc là, ça va être sans doute des redites pour vous, puisque il en a été question lors de la dernière visio. Donc, nous accompagnons effectivement des personnes qui sont relativement éloignées de l'emploi, si je relativise par rapport aux salariés de l'association intermédiaire. Donc, les freins qu'ils rencontrent sont beaucoup plus importants. Donc, nous sommes conventionnés sur le chantier pour 1634 ETP annuels, ce qui représente, selon les années, entre 30 et 40 salariés sur le chantier du Petit Ceylan, dont la moitié, effectivement, est bénéficiaire du RSA. Les autres personnes qui sont éligibles sont des travailleurs en situation de handicap, le public jeune et des demandeurs d'emploi de longue durée ou bénéficiaires de l'ASS. Et puis, sans trop mélanger les choses, parce que c'est un peu complexe, on a un poste, donc 0,74 ETP, qui est réservé aux bénéficiaires de STAR, donc aux bénéficiaires de la protection internationale. Donc, l'objectif, c'est bien de faciliter le retour à l'emploi sur des CDDI. Donc, nous, on a pris le parti de faire des contrats de 4 mois, qui est en fait la durée minimale. Donc, on renouvelle ou pas tous les 4 mois le CDDI du salarié en parcours, en faisant des points très réguliers avec les permanents, que sont le coordinateur, donc Xavier Graal, donc vous avez les coordonnées sur la slide. Nous avons 2 encadrants techniques et puis une CIP qui intervient aussi pour le travail sur le projet professionnel. Voilà, sur différents supports d'activité. Donc, peut-être le plus connu, c'est la fourrière et le refuge, chien et chat, le maraîchage, et puis l'entretien d'espaces verts, essentiellement pour les collectivités. Et nous avons d'ailleurs un marché important pour le conseil départemental. Et puis le petit bâtiment, qui est un autre support et qui correspond aussi à l'entretien du site. Pour ceux qui connaissent, c'est un site relativement grand, de 4 hectares et demi, que je vous invite d'ailleurs à visiter. Je vous ai mis un lien en dessous, qui est un très bel endroit, donc je vous invite vraiment à y aller. Donc, je n'ai pas repris au niveau des prescripteurs un petit peu tout ce qui se passait. Je pense qu'on a tous le même fonctionnement par rapport à ce qu'expliquait la semaine dernière la collègue de Granville, c'est-à-dire que voilà, la plateforme inclusion est en place et que l'idée est de passer par cette plateforme.
Nous avons fait le choix de continuer à travailler effectivement avec les prescripteurs habituels, c'est-à-dire de ne pas prendre puisque c'est aussi une possibilité, hein, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi peuvent se présenter, et ça nous arrive régulièrement, directement à l'accueil en demandant à ce qu'ils soient positionnés. C'est absolument pas un souhait de notre part de fonctionner de cette façon. Dans le sens où on estime que le parcours qui est construit en amont par le prescripteur, qu'il soit de Pôle emploi, mission locale, Cap emploi ou tout travailleur social, pourrait se trouver quelque peu discrédité ou en tout cas empêché par le positionnement ou par une entrée directe sur le chantier. Donc, on souhaite absolument maintenir ce travail partenarial avec les prescripteurs. Voilà. Les différences, je veux dire, chacun a sa propre organisation en tant qu'ACI. On parlait effectivement de demande de renouvellement la dernière fois qui émane par surtout la volonté du salarié. Nous, on fonctionne pas tout à fait comme ça. Il y a bien sûr la volonté du salarié, mais il y a aussi l'avis de l'encadrement technique, la façon dont ça se déroule sur le chantier pour le salarié, et surtout, et aussi, et surtout, la façon dont le salarié s'implique dans la construction de son parcours. C'est-à-dire que si à côté, il n'y a pas de démarche, en dehors du fait que, bien sûr, les freins ont été levés en partie. Hein. Si les freins sont trop importants, on ne va pas mettre les personnes aussitôt sur des périodes de stage ou de formation. Mais en dehors de ceci, on tient vraiment à ce qu'il y ait une inscription forte pour que les personnes ne s'installent pas trop sur le chantier, ce qui peut parfois arriver. Madame de Darcerno, j'ai une question là venant du chat, donc Oui. de Laurent Barraud. Oui. Donc c'était quelles sont les contraintes et ou avantages de la plateforme? Tout dépend sur quelle structure de l'IAE on est. Pour faire simple, en ce qui nous concerne sur l'ACI, moi je trouve que c'est plutôt confortable de travailler comme ça. Donc, je ne vous cache pas qu'on a une liste d'attente conséquente, hein, autant pour le public RSA que pour le public qu'on appelle autre, hein, qui émerge sur les 50% restants. Mais ça permet d'avoir un lien, une information en continu avec autant les personnes positionnées que les prescripteurs. Donc, je trouve que sur un chantier d'insertion, c'est plutôt facilitant. Il en va autrement d'une association intermédiaire. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails. Mais là, Madame Baudard, donc vous disiez que vous privilégiez donc la médiation d'un conseiller du service public de l'emploi. Donc, vous ne souhaitez pas que les personnes s'auto-positionnent. Si elles s'auto-positionnent, vous les renvoyez vers leur référent. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et c'est en accord, hein, bien sûr, avec notre partenaire Pôle emploi d'Avranches, dans le sens où on a pu en échanger avec M. Massé, le référent IAE. C'est vrai qu'on voit trop souvent des parcours qui sont faussés, hein, de par ce fait. Le bouche à oreille fait que les personnes se présentent et ce qui est plutôt bien, hein, c'est une démarche plutôt intéressante. On ne la met pas du tout de côté, mais on souhaite en tout cas qu'elle soit validée par la personne qui accompagne, hein, le demandeur d'emploi. J'aurais voulu poser une question. Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, j'allais dire qu'il y avait M. Bourdon qui avait levé la main, mais M. Morus, vu que... Je laisse la parole à M. Desdois. Mais en fait, c'était moi, là, on est ensemble aujourd'hui, donc on fait une escale d'ordinateur. Juste une petite question, donc Antoine Desdois, directeur du DISFA. Sur les travailleurs en situation de handicap, vous êtes sur quel profil? C'est très variable, hein. C'est ce qu'on disait aussi. Ce sont alors des personnes qui sont en capacité
quand même d'être sur les différents supports de travail. Hein. En même temps, il y a un encadrement et un accompagnement. Donc, les profils, alors c'est soit des personnes qui rencontrent un handicap moteur moindre et qui peuvent être sur les activités non pas espaces verts et qui interviennent de façon sur des matériaux lourds, mais c'est aussi l'accueil de public, alors là actuellement sur une personne qui a un TSA, donc voilà, c'est très divers, en sachant qu'il faut effectivement que la personne soit en capacité de travailler toutefois. D'accord. Je voulais poser une question plus, c'est un petit peu sur le point sémantique, sur le descriptif, vous marquez l'objectif est de faciliter le retour à l'emploi. Est-ce que ça suppose que la personne a automatiquement déjà tenté de travailler, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'un IME, par exemple comme le nôtre, un pôle enfance, on puisse, sur prescription de Cap Emploi, puisqu'on a une démarche avec eux, on puisse s'adresser à vous directement, même si le jeune n'a jamais travaillé? Est-ce qu'il doit avoir travaillé ou pas? Non, pas forcément. Non, d'accord. Non, pas forcément. Après, c'est pas du tout une obligation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ce public-là, on a beaucoup moins de place. Hein. Donc, la liste d'attente est conséquente et que les délais peuvent être longs. Mais il y a absolument… il n'y a pas de prérequis en termes d'expérience professionnelle. Les personnes ont une période d'essai. Donc, si on voit que c'est trop compliqué au départ, eh bien, ça sera soit on ira au-delà de la période d'essai en se disant il y a telle possibilité, mais au-delà des 4 mois, on ne va pas forcément renouveler la période. Il faut que ça puisse correspondre, c'est-à-dire que nous, il faut aussi qu'on soit dans l'idée de pouvoir apporter quelque chose à la personne. Si au terme de quelques mois, on se rend compte que voilà, ça enrichit pas son parcours, il n'y a pas forcément d'intérêt à garder la personne sur le chantier. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on poursuive la présentation. Donc, centre de formation PVE, donc nous sommes situés à Avranches et à Granville. Donc, à Avranches, on est à côté pour l'instant du collège Chalmel-Lacour, hein, en sachant que nous sommes en cours de construction de nouveaux locaux hein, sur Avranches. Dans lesquels nous devrions être tout début mai, donc, où le centre de formation nous rejoindra. Donc, ce qui pourra faciliter effectivement les échanges et le repérage pour le public. Et nous sommes aussi à Granville chez Ose, hein, qui nous loue un local. Donc, sur Granville et Avranches, c'est un centre de formation qui existe depuis le départ hein, et qui agit effectivement, qui intervient dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme, sur un dispositif essentiellement financé par le Conseil régional de Normandie, qui a changé de nom. Alors, vous connaissez peut-être sur le nom LEC, maintenant ça s'appelle Savoir Essentiel depuis septembre 2020. Les objectifs restent les mêmes, hein, c'est-à-dire de permettre aux apprenants d'acquérir ou de progresser dans la maîtrise des savoirs de base. Donc, sur effectivement les savoirs généraux, donc que ce soit français, mathématiques, mais aussi numérique. Tout ceci lié aux compétences professionnelles pour avoir des apprentissages très concrets. Hein. Donc, ce dispositif, cette formation est proposée à Avranches et Granville sur orientation libre, c'est-à-dire présentation de la personne en direct, ou sur prescription des partenaires du territoire. Second dispositif, nous, depuis 2019, donc seulement à Avranches, hein, cette fois-ci, nous proposons les formations obligatoires dans le cadre de l'OFI, formation linguistique hein, pour les réfugiés.
Donc là, c'est sur prescription unique de l'OFII, suite à ce qu'on appelle au contrat d'intégration républicaine. Et puis, nous avons un partenariat depuis une dizaine d'années avec le TP d'Avranches, au sein duquel nous intervenons pour les travailleurs de l'ESAT un jeudi, enfin tous les 15 jours, le jeudi, sur la journée avec différents groupes pour effectivement développer leur savoir de base. Monsieur Desdois ou Monsieur Bourdon, vous aviez une question ou c'est la main qui n'a pas été rebaissée? Non, c'est une question, Monsieur Bourdon. Je voulais savoir si au niveau du centre de formation de Passerelle, est-ce que tu as une certification Calliope? Oui, on l'a passé la semaine dernière et donc on n'a aucune ANC, donc je devrais voir arriver la certification dans quelques jours. Et donc avec l'ambition que ce centre de formation puisse se développer sur d'autres champs ou vous allez rester sur ce volet? Alors, on va rester sur la lutte contre l'illettrisme, puisque c'est notre cœur de métier. Par contre, la certification, de toute façon, nous permet de conserver ou de continuer, parce que là, on est sur 3 appels d'offres en cours sur le centre de formation, donc renouvellement région, renouvellement OFII, et puis un autre qui n'est pas finalisé encore, mais toujours dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. De toute façon, cette certification Calliope est indispensable pour nous à partir du moment où il y a des financements publics ou des OPCO qui interviennent. Ok, merci. Donc, je crois qu'il y a Madame Fiatre qui est ici, avec laquelle, mais ça peut intéresser, je pense, d'autres qui nous a fait remonter un besoin, notamment pour une personne, je crois, du DISFA. Oui, tout à fait. C'est une jeune fille qu'on accompagne qui est en stage long actuellement et pour lequel est envisagé un apprentissage. Voilà, et pour lequel on a sollicité le centre de formation pour travailler les savoirs de base. Ouais. Donc, je ne vais pas vous apporter une réponse aujourd'hui. Parce que, pour être très clair, c'est un financement du conseil régional et que le conseil régional donne son aval pour financer les formations des apprentis ayant une RQTH sur orientation unique d'Alfep qui les accompagne. En ce qui concerne votre demande, j'ai sollicité le conseil régional. Je suis en attente effectivement d'une réponse quelle qu'elle soit. Je ne suis pas hyper optimiste. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question de statut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport au statut scolaire. Ouais. En fait, pardon. Non, allez-y. La difficulté qu'on a avec les jeunes qu'on accompagne qui soit n'ont pas de statut scolaire, mais n'ont pas de statut défini tout court, en fait. Tout à fait. J'ai fait remonter à notre référente région. Donc, voilà, c'est pas un refus direct. Elle va soumettre au niveau du conseil régional. Mais c'est vrai que en théorie, le conseil régional finance les actions des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qu'elles soient inscrites ou pas, mais il faut qu'elles soient dans une démarche de recherche d'emploi. J'ai pas entendu la fin, excusez-moi. Il faut que le conseil régional finance les formations des personnes qui sont dans une démarche d'emploi et qui ne sont surtout pas sur statut scolaire. Ok. Mais comme là, donc la situation est quelque peu particulière puisqu'on n'est pas sur un statut scolaire, mais sur un statut un peu particulier, si j'ai bien... Enfin, il n'y a pas de statut... Vraiment, c'est ça? En tout cas, moi, je ne le connais pas. Après, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Mais ouais. Voilà, de toute façon, dès que j'ai des informations, je ferai descendre parce que vous n'êtes pas la première à poser ce questionnement-là. Donc, en sachant que là, on est sur un nouvel appel à projet, ça va peut-être aussi évoluer. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire
remonter les besoins du terrain pour que les choses puissent évoluer. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le pôle formation. Madame Dodard, c'est effectivement notre rôle de collecter ces divers les points d'achoppement. On ne va pas parler de dysfonctionnement, mais des points d'achoppement, justement pour pouvoir les faire remonter au PRIT. Si vous pouvez à cette occasion nous faire une petite note, un petit mail, que ce soit à M. Crombé ou à moi, ça nous permet, nous, derrière, de faire remonter ce qui pose question. Je n'y manquerai pas. Après, si effectivement ça ne rentre pas dans les compétences du conseil régional, à voir s'il y a d'autres fonds qui peuvent financer ceci, quoi. Oui. Très bien. Un autre pôle, effectivement, de PVE, c'est le pôle logement. Donc, je vais peut-être passer un peu plus vite parce que voilà, mais si, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, le pôle logement, donc, au sein de PVE, c'est permettre à des ménages donc, ayant une problématique logement d'être accompagnés. Donc, sur convention, effectivement, de l'État, de la DETS, nous avons des logements temporaires. Donc, en sachant donc, on ne répond pas, il ne s'agit pas de logement d'urgence, il s'agit effectivement d'accompagner des ménages sur prescription, toujours sur évaluation des partenaires sociaux du territoire. Et les demandes passent par ce qu'on appelle le SIAO, qui est un service qui va prendre une décision et puis orienter vers les partenaires logements, quels qu'ils soient. Donc, nous, aujourd'hui, on a effectivement un parc de 10 logements sur le logement temporaire. Donc, ce n'est pas seulement des logements, c'est aussi un accompagnement par une équipe de conseillers en économie sociale et familiale. Un parc de 6 logements dans le cadre du Solibail, donc c'est l'intermédiation locative. Et puis, sur évaluation des partenaires dans le cadre du FSL avec le conseil départemental, l'équipe de CESF aussi est amenée à accompagner un certain nombre de ménages, environ 180 par an, pour tout ce qui concerne effectivement l'accès ou le maintien dans le logement pour les familles rencontrant un certain nombre de difficultés. Voilà, donc sur ce pôle-là est en complète délégation ma collègue directrice adjointe Mathilde Nourry, dont si vous aviez des questionnements par rapport au logement, quel qu'il soit, vous pouvez l'appeler sans souci. Et puis, nous avons, dans le cadre d'un appel à projet stratégie de la pauvreté fin 2020, obtenu la labellisation Point Conseil Budget. Donc là, de façon plus large, c'est une information en direct, des personnes qui souhaitent être accompagnées de façon plus ponctuelle sur la gestion de leur budget en raison de diverses, parce qu'ils ne souhaitent pas forcément rencontrer un travailleur social, parce qu'ils ont une baisse de revenus, quelqu'un qui est à la retraite, voilà, qui rencontre un certain nombre de questionnements ou de problématiques. Le pôle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une expérimentation sur le département de la Manche qui se termine en 2022. Et donc, c'est du coaching professionnel pour les bénéficiaires de la protection internationale. Voilà, je vais peut-être passer un peu plus rapidement. Le pôle mobilité, donc là où vous êtes amené aussi à nous contacter. Donc, location de scooters sur le territoire avec aussi un partenariat avec Ose à Granville et Aider à Saint-Hilaire-du-Harcouët, où on peut proposer de la location de scooters pour toute personne sur prescription pour l'accès à l'emploi, à la formation, à un stage. Donc là, Madame Dodard, ça veut dire qu'une personne qui aurait besoin d'un moyen de locomotion pour se rendre à un rendez-vous professionnel, s'il vient de lui-même auprès de l'association, ça
ça ne marchera pas. Il Ah non. faut, d'accord. Donc, il faut absolument qu'il soit prescrit par un partenaire social, quel qu'il soit, ou Quel qu'il soit. J'ai reçu une demande dernièrement de l'ATSEAM, donc voilà, il n'y a pas de souci. Le seul prérequis, c'est de nous prévenir, et je sais qui n'est pas facile, voilà, d'anticiper très longtemps à l'avance, mais en tout cas, la gestion de ce parc est assez compliquée, hein, comme pour beaucoup d'autres partenaires sur le territoire effectivement de la Manche. Il faut nous prévenir relativement assez longtemps à l'avance, puisque notre parc est très réduit. il y a... Oui. Oui, c'est très longtemps en avance, et en fait, ça peut être 15 jours, 3 semaines en avance. Voire, Si c'est 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça permettra effectivement de pouvoir anticiper, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, on a été saisi de demandes le vendredi pour le lundi. Là, je ne vous cache pas qu'on ne peut pas y répondre, d'autant plus qu'on a peu de scooters. Voilà, donc l'idéal, c'est d'anticiper, mais en l'occurrence, je pense que pour tout ce qui concerne notamment les stages, voilà, ce n'est pas décidé au dernier moment, donc voilà, l'idée, c'est de prévoir. Et donc, la personne ressource à contacter, c'est Madame Malem. Et donc, location de voiture aussi, hein, pareil, sur les mêmes données, sur les mêmes objectifs, avec prescription. C'est un peu la même chose, hein, et c'est Filetter qui est porteur. Donc, voilà, on a 3 ou 4 voitures qu'on peut mettre à disposition. Et après, l'attribution, elle se fait forcément, ou il y a quand même aussi une commission d'attribution? Ah non. Est-ce qu'il y a des critères pour y prétendre? Eh bien, c'est d'avoir une prescription, d'avoir bien effectivement une situation soit de stage, soit d'emploi, soit de formation, d'avoir un cautionnement, ce qui peut être difficile pour une partie du public, hein, en sachant que pour les BRSA, le cautionnement est moindre. Et puis d'être réglo, hein, puisque sinon on ne prolongera pas la durée de l'allocation. Et il y avait une question également de M. Bourdouin et de M. Desdois. Ouais, on voulait savoir si vous aviez un projet de location de voitures sans permis, voitures électriques. Parce qu'il y a une demande de plus en plus qui s'opère dans ce cadre-là. Non, pour tout vous dire, les questions de mobilité sont effectivement récurrentes et sont un véritable frein. Il n'empêche que ce sont des actions très, très compliquées à gérer, qui sont portées depuis, en tout cas, la location de scooters, des années par l'association, et qu'on se demande toujours si on va pérenniser ceci. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une idée de développement. La problématique, si vous voulez, sur ces parcs-là, hein, ce qui est très compliqué, alors encore plus, plus scooter que voiture, c'est qu'il y a un problème de technicité. Hein, il n'y a plus de réparateurs de scooters. Et il y a un problème d'approvisionnement de pièces. Hein, donc, les scooters restent très longtemps au sein du garage avant d'être réparés. Sur Granville, par exemple, il n'y a personne. Voilà. Donc, on en a un sur Avranches et qui est fort sollicité. Voilà sur les différents pôles des 2 associations. Sur les exemples de partenariats existants, effectivement, on a une convention avec le DISFAR, hein, donc les jeunes qui viennent les jeudis sur le chantier d'insertion, hein, sur un groupe qui participe. On a été amené à accueillir ponctuellement des jeunes sur des périodes de stage, hein, de découverte, de cap alternance de la TSEAM.
On a pu aussi, voilà, on a été sollicité par une classe dans le cadre d'un projet de l'AGAPI. Et puis, donc je vous ai remis sur le centre de formation la mobilisation possible pour les apprentis avec RQTH. Et puis notre partenariat avec l'ETP d'Avranches. Voilà ce qui existe aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai été, Madame Dumas, s'il reste de... Bah, écoutez, le timing est plutôt parfait. Si vous avez encore quelques questions, on a quelques minutes pour échanger davantage, peut-être pour revenir sur un point ou d'autres questions qui auraient peut-être pas été abordées. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres? Parce que je vois la main levée de Monsieur Bourdon et Monsieur Desdois, mais je ne sais pas si c'est un oubli ou une question. C'était un oubli. Moi, j'avais une question, enfin, c'était plus au niveau donc, du pôle de coopération. Hein, pour rappel, c'est vraiment aussi cette volonté de travailler tous ensemble, de capitaliser les ressources des uns et des autres. Et est-ce que vous avez pu mettre en avant toutes les ressources que vous avez au sein des deux structures, mais est-ce qu'il y en a une vraiment qui pourrait être mise en avant pour le pôle de coopération? Par exemple, on avait vu sur le DISPA, il pouvait avoir un accompagnement technique sur telle ou telle spécificité de handicap. Donc, au niveau de passerelle, ça pourrait être quoi, par exemple? C'est ce qui est déjà en place, je pense qu'il peut être continué à développer, mais c'est plus sur l'ACI, effectivement, la participation et l'implication des jeunes qui viennent les jeudis. Donc, on accueille aussi des stagiaires de la MFR ponctuellement. C'est essentiellement dans ce cadre-là, ou des stages de découverte. Et pour les stages de découverte, par exemple, ce serait pareil, ce serait sur une prescription, une demande. Enfin, j'imagine qu'il y aura aussi un quota. Enfin... Ah oui, voilà, on peut pas se permettre de. Alors les personnes qui viennent sont toujours encadrées, bien sûr. Par un professionnel de l'organisme avec lequel, effectivement, dont dépend la personne. Les encadrants techniques interviennent en complémentarité, mais il faut que la personne soit encadrée par un professionnel de la structure d'origine. L'idée, c'est aussi de proposer une ouverture sur les savoir-être professionnels, sur les comportements adoptés en situation de travail. Enfin, c'est tout ça qui est recherché par les professionnels qui nous orientent ces jeunes. Enfin, je suppose. Les partenaires peuvent en parler mieux que moi. Oui, je confirme tout à fait cela, moi. Pour le DISFA, c'est la possibilité pour nos jeunes d'être dans la société, quoi, en fait. D'avoir un partage d'activités avec... mais bien sûr, ils sont toujours encadrés. Je ne sais pas si ça ajoute à votre questionnement. Oui, alors moi, ce qui me semble aussi très intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est aussi, moi, j'ai pu en échanger avec les salariés en parcours qui sont sur le chantier, et c'est toujours aussi très intéressant pour eux de pouvoir échanger avec les jeunes qui viennent. Voilà, il y a une réciprocité. Merci bien. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Oui. Oui, allez-y, Monsieur Bourdon. Oui, pour prolonger effectivement ce qu'évoquait Monsieur Batteur sur la réciprocité, juste au niveau encore du public, au niveau des tranches d'âge,
Vous êtes sur quel âge? Sur ceux qui viennent, Oui. Monsieur Batteur va mieux savoir le dire que moi. Je ne sais pas exactement. Je parle du public hors d'ISPA, hein. Je parle du public que vous avez. Ah, le public qui est chez nous, qui travaille. Oui, oui. Moi, ça va, je vais savoir à peu près. Voilà, ça peut aller de 24-25 ans à 57 ans. D'accord. Ouais. Par rapport à la réciprocité et les différentes ressources qu'on peut partager demain, notamment sur le DISPA, avec voilà, les différents ateliers de formation qu'on a et qu'on développe aujourd'hui via un projet architectural. Peut-être effectivement pour les plus jeunes, il y aurait des choses à faire, même si vous avez déjà un partenariat avec le TP. Il faut qu'on reste dans des tranches d'âge effectivement identiques pour que ça porte, mais c'était aussi pour proposer l'ouverture s'il s'avérait qu'un projet est pertinent dans ce cadre-là. En ce qui me concerne, je n'ai pas de questions. Après, ça permet de faire un rappel sur ce qui est passerelle. On se connaît déjà. Enfin, là, j'avais déjà. Voilà, on se connaît parce qu'on a déjà aussi des salariés sur la formation aussi PVE. Le logement, j'ai eu l'occasion aussi de prescrire une personne pour un suivi ASI. Voilà, j'ai des liens aussi avec Madame Bio, etc. Donc voilà, la mobilité, location d'un scooter, même si on a très peu, ça pourrait très bien se faire aussi. Donc c'est vrai que le partenariat, nous, on connaît, voilà, je pense qu'on travaille déjà bien ensemble. Mais voilà, c'était bien de réécouter voilà, tout ce que vous pouvez proposer là sur Passerelle. Merci. Merci à vous. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame de Darcy-Arnaud, d'avoir présenté donc, les deux structures. Ça va permettre d'alimenter donc, le pôle de coopération. Pour rappel, le 6 décembre prochain, nous aurons une nouvelle visioconférence qui sera donc pour le coup présentée par Monsieur Stéphane Moru, qui est donc le directeur du pôle enfance de l'association APEIA du Bocage. Et donc, ça aura lieu, donc, comme à chaque fois, à 16h. Voilà, et j'espère donc à partir de 2022 qu'on pourra organiser un temps donc, en présentiel pour faire notre journée d'interconnaissance. Donc, pouvoir se voir en vrai et pas à travers des écrans. Merci à tous. Au revoir. Merci, Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.